De Flat présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM 98 FM. Focus. Focus. 98 FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Focus. Sidi, comme d'habitude, ravi de te retrouver. Comment est-ce que tu vas ? Moi, ça va toujours. Et toi ? Ça se voit, t'as bonne mine. Ouais, c'est vrai ? Non. Putain, j'étais en train de parler. Non, si, t'as bonne mine. Mais t'as tous les jours bonne mine. Ouais. J'allais dire pas mal ta chemise aussi. Ouais, c'est pas une chemise, ça, un petit peu. Je te ferai un petit cours de stylisme après. On salue toutes les personnes qui sont dans le studio. Monsieur Jamal Classique, comment tu vas ? Exactement. Najwa, Lamia. Hein tout le monde est là. Il est tout timide aujourd'hui. Il y a du monde aujourd'hui, Sidi, dans cette émission. En tout cas, on parle de tout, de musique, de comédie, entrepreneuriat. On a c'est tout vrai, fait. C'est vrai. Aujourd'hui, on va parler parcours de vie. Exactement. Sujet un peu aussi philosophique. On va parler bonheur. On va parler de énormément de choses avec une personne qui est avec nous au plateau. Tawes Bouaouni. Comment est-ce que tu vas ? Très bien. Heureuse d'être là. Heureux que tu sois sur le plateau avec nous. Alors, pour te présenter rapidement, ça va peut-être être un peu flou pour les gens qui nous écoutent, ça l'est aussi un peu pour nous. Tu es coach humaniste, c'est le terme que tu as ajouté à ton activité. Tu vas nous en parler, on va éclairer la chose, essayer de comprendre. Mais avant tout, j'espère que tu vas bien et que tu as hâte de passer ce petit moment avec nous. Et moi, ça me fait réellement plaisir que Tawes, tu sois autour du plateau depuis le temps. Et comme on a dit, Mélik, il a dit, on va apprendre à te connaître, on va passer par ton parcours un petit peu et puis voir tout ce que tu as traversé et puis maintenant comment tu es et comment tu vas, tu vois. Et comment tu accompagnes les gens. Avant ça, on va se mettre dans le bain, on va écouter un petit morceau My Muse de Léon Thomas et on revient tout de suite sur Focus. Vous écoutez Focus sur IDFM Radio 98 FM, nous sommes avec Tawes Bouaouni. Tawes, j'ai une première question pour toi. On l'a dit, tu es coach humaniste et de l'âme. C'est comme ça un peu que tu définis ton activité. Tu as eu plusieurs vies, tu as fait plusieurs métiers, tu as vécu dans différents pays. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a conduit aujourd'hui à devenir coach humaniste, tout simplement ? Alors là, si je dois raconter mon chemin jusqu'à devenir coach, on va plus aller sur, désolé je te coupe, mais sur le déclic, la dernière chose où tu t'es dit à ce moment-là, il faut vraiment que j'y aille. Et c'est ce qui me donne envie de... C'est mon chemin de vie, quoi. Le déclic, c'était... alors à ce moment-là, quand je travaillais au lycée, dans un lycée à Marseille. Et j'étais censée faire du soutien scolaire à des terminales. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en face de moi, j'avais l'impression de me revoir moi quand j'étais jeune. Pas confiance en moi, pas conscience de mes compétences, pas conscience du potentiel que j'avais. Et en fait, je me suis dit, je vais arrêter de les soutenir sur la connaissance, mais je vais les coacher. Et à partir du moment où je leur ai dit « vous allez avoir le bac avec mention », ils ne m'ont pas cru. Et finalement, 80% des élèves ont eu le bac avec mention. C'est malheureux pour les 20 restants, mais c'est magnifique. Et juste avant ça, tu vois, parce qu'on parle de Marseille, mais avant ça, on va faire une petite rétro, justement, parce que tu viens d'où ? Tu as grandi où, justement, par rapport à tout ça, tu vois ? Donc, dis-nous un peu... qui est Tawes par rapport à ça, tu vois ? Alors, j'ai grandi à Aubervilliers et à La Courneuve, mes deux villes de cœur de ma jeunesse jusqu'à 25 ans. Je suis d'origine algérienne. Je suis cadette d'une fratrie de 2 et puis j'ai une petite sœur, mon père s'est remarié. J'ai grandi avec ma maman. Mes parents, ils ont divorcé tôt. Donc, notre mère, elle nous a élevés, ces 2 filles seules, avec beaucoup de persévérance. J'avais beaucoup d'admiration pour ma mère parce qu'elle était vaillante. Avec la vie qu'elle avait vécue jeune, etc., elle nous a montré comment être persévérante et qu'il fallait qu'on soit libre dans notre vie. Ouais, tu dis que ta mère t'a transmis des valeurs de persévérance, militantisme, curiosité, soif de découvrir le monde aussi, donc c'est un peu ce qui t'a construit. Et comment est-ce que tu t'es accaparé tout ça pour l'exploiter toi dans ta vie au quotidien ? Alors, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai été initiée par un modèle, donc j'ai reproduit sans conscientiser. Donc j'ai été l'élève modèle. On m'a demandé d'aller loin dans les études, donc j'ai rempli le job.
Et puis, quand il a fallu aller travailler, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait ? J'ai choisi une voie parce qu'on m'a demandé d'aller jusque-là, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Et je ne trouvais pas de travail dans mon domaine, donc j'étais dans le marketing à l'époque. Et un jour, je suis dans le métro et je vois une affiche qui propose de partir à l'étranger pour les jeunes de 18 à 30 ans. Et c'était l'Australie. Et là, je me suis dit, waouh, l'Australie, l'autre bout du monde. Je ne parle pas l'anglais. J'avais essayé d'apprendre l'anglais avec mon amie d'enfance, Sonia. On était partis à Malte. Ouais, finalement, on s'était plus amusés que... C'est sûr c'était pour l'anglais ou pour aller danser. Pour aller danser, tu vois. Et du coup, on est parti. Et je suis partie là. Et justement, tu disais un manque de confiance en toi, mais 18 ans, tu pars à quel âge ? À 18 ans, c'est ça ? J'avais 24 ans. J'avais fini mon master de l'époque. Mais comment tu le ressens, en fait, le fait de se dire que j'ai un manque de confiance en moi parce que tu disais, tu étais première de la classe, tu as un modèle, c'est ta maman, justement, qui est dans la persévérance, dans le militantisme et tout ça. Donc, et ça arrive comment, en fait, ça ? Tu vois, c'est le manque de confiance, je pense que c'est complexe parce que aujourd'hui j'ai une analyse là-dessus. Mais à l'époque, je l'avais pas. Moi, à chaque fois que je passais un contrôle, je disais j'ai raté. Et en fait, j'avais des bonnes notes. Mais parce que en fait, je voyais pas ma valeur. Hein, j'avais pas conscience de ma valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, si je l'analyse, tu veux mon analyse d'aujourd'hui ? Je te dis ça parce que moi, j'avais grave confiance en moi. Mais j'ai jamais eu de bonnes notes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est-à-dire que regarde, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui les gens Wallah, tu mens, frère. J'étais un peu intelligent, on va dire. Mais ce genre de profil à l'école, c'était un peu agaçant parce qu'on savait qu'ils allaient avoir les meilleures notes, mais c'est ceux qui se plaignaient en plus, alors que nous on était à côté avec les Et moi j'étais là, je me disais, mais t'as combien ? Si je faisais semblant de pas entendre, tu vois. Non, mais et pourtant, à l'intérieur, moi, c'était une grande souffrance parce que pour de vrai, je pensais vraiment pas avoir une bonne note. Mais effectivement, on me disait, mais arrête de mentir, tu vas cartonner. mais après, on peut le comprendre. Ça veut dire que on sait pas. Ça veut dire que toi, et c'est là où justement, le manque de confiance, en fait, s'affirme un peu plus, tu vois. Parce que malgré tout, c'est ce que tu retranscris, au fait, aux autres. Tu vois, ils vont te dire, mais arrête de mentir. Alors que toi, ils ne savent pas, en fait, l'intérieur de comment tu es et ce que tu vis, personne ne le sait, en fait. Oui, bien sûr. Tu vois, à cet âge-là, on n'a pas le recul. C'est exactement ça, tu vois. D'y songer, tout simplement. Et je pense qu'il y a cette influence et la pression de l'entourage, des parents notamment, qui vont faire que ce genre de profil, les premiers de la classe, s'ils sont deuxièmes, c'est désastreux, alors que ça reste meilleur que 90% de la classe, quoi. Exactement. Donc si je rentrais avec un 15, c'était jamais assez. Et en fait, moi, j'ai grandi avec ce truc de c'est jamais assez. Donc toute ma vie, j'ai gardé ça jusqu'à récemment, je faisais quelque chose, mais non, c'est jamais assez. Donc je me critiquais en permanence. Est-ce que ça t'a réussi à le comprendre, ce souci de l'excellence de certains parents ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas, eux, réussi à faire certaines choses, ils n'ont pas eu peut-être l'occasion de le faire aussi, tout simplement, et du coup, ils le projettent sur leur progéniture ? Tout à fait. Moi, ma mère, elle a arrêté l'école à 16 ans, par obligation familiale. Et en fait, elle rêvait de faire des études longues. Donc, effectivement, elle a projeté sur nous. Ou en tous les cas, ce qu'elle n'a pas pu faire, elle a voulu que nous, on puisse le faire et le vivre, parce qu'elle ne l'a pas vécu. Après, elle s'est formée toute sa vie, mais en tous les cas, elle s'est dit, voilà, mes filles, je vous donne la possibilité d'aller loin, donc allez-y. Et rendez-moi fier. Et c'est ça, et c'est souvent les sacrifices que font les parents, mais on ne s'en rend pas compte, en fait. Nous, on est là, et ils nous tannent sur certaines choses. Nous, on est là, on veut juste être tranquille et kiffer, mais en fait, ils ont déjà la vision et la perception de se dire, mais pour mon enfant, je veux ça ou ça, donc je vais lui donner les moyens. Et peut-être que, en fait, en termes de communication, des fois, ça devient compliqué, tu vois. Ouais, sans avoir conscience de la souffrance que ça peut apporter à l'enfant. C'est comme souvent les jeunes garçons avec le football, où les parents, papa va les pousser à aller dans des clubs de foot pour qu'ils percent. Exactement, alors que le petit, il est nul, tu vois. Tu peux le dire, désolé, mais c'est vrai, tu vois. Mais moi, j'étais pas nul. Oui, mais c'est pas une... Après, quand je dis nul, c'est une façon de parler, c'est juste pour décomplexer un peu les parents, en fait. Laissez kiffer vos enfants, et voilà, ça veut dire que ça y est, maintenant, on est en 2026, on arrive à avoir une certaine communication, en fait, envers nos enfants, tu vois. Donc, qu'on arrête... Mais c'est vraiment... Des fois, c'est ça, en fait. On reproduit peut-être ce qu'on fait nos parents, tu vois. Il y a un terme que dans ta présentation, tu as évoqué. Tu l'as pas dit exactement comme ça, mais tu te présentais comme première à l'école et dernière au travail, en fait, dans la vie d'adulte. Et ça, ce choc, il devait être brutal, j'imagine, dans la transition. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Très mal. Mais comment tu le perçois, en fait, ça ? Ça veut dire que comment tu es forte à l'école et après, dans la vie d'adulte ou dans un travail, tu dis...
tu ressens en fait ce décalage? Parce que, en fait, à l'école, j'exécutais ce qu'on me demandait de faire. Donc, j'étais une bonne exécutante. Quand il a fallu passer les premiers entretiens d'embauche, il fallait que je me valorise, il fallait que je me vende. Sauf que j'avais pas confiance en moi. Donc, j'étais pas capable de me mettre en avant dans ce que je savais faire. Moi, ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était facile. Donc, je me mettais pas en avant. Et j'étais pas recrutée. Et je me disais, si t'es pas recrutée, c'est que t'es pas capable. Donc, ça vient renforcer et valider le fait que mon manque de confiance. Et là, toutes mes copines, elles avaient décroché des jobs. Et moi, j'étais la seule à pas avoir trouvé. Et pourtant, on m'avait dit, t'es trop forte à l'école. En plus, ça, comme tu dis, ça vient renforcer ce truc de, on t'a dit que t'allais réussir, que t'allais avoir une carrière de folie. Et finalement, tout s'effondre. Tout s'effondre. Et ça se traduit comment, en fait, ça, après? Par rapport à toi, est-ce que tu vis à ce moment-là? C'est la cata. Ouais. Intérieurement, en tous les cas, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette vie? En fait, c'est le grand vide. Voilà, c'est cette sensation d'être dans le vide. J'ai plus mes repères, je suis seule, je dois faire face à... C'est quoi mon avenir? 24 ans, j'ai arrêté l'école, donc ça y est, demain, je vais être une maman, et je sais pas à quoi va ressembler ma vie. Et c'est la grande angoisse pour beaucoup de gens, mais là, on est sur une question même un peu sociologique d'éducation vis-à-vis du genre en question, où les petites filles, on va leur apprendre notamment à être studieuses, ne pas déborder, faire de bêtises, etc. Les garçons, ils vont être plus dans la révolte, etc. Mais du coup, ces valeurs-là, même si les garçons, finalement, à l'école, vont être moins bons, ça va leur servir dans la vie active. Et ça, du coup, tu l'as subi de plein fouet. Tout à fait. Dès que tu es arrivé dans l'âge adulte. Et du coup, ce voyage en Australie, à quel point il a été salvateur pour toi? C'est le voyage de ma vie qui a transformé ma vie. Parce que si j'étais pas partie, j'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui. Ah bon, avec toutes les bêtes qu'il y a Même pas peur. Parce que ça me donne pas envie. Hein. Les serpents et tout ça, là, on m'a dit il y a des serpents, ils t'attaquent direct. Faut du courage. Mais exactement, mais du courage et de la confiance quand même, tu vois. Ouais. Et donc, ça arrivait d'où, en fait, ce courage et cette confiance que tu prends et tu te dis, je vais partir à l'autre bout du monde, en plus. C'est même pas à côté. T'as même pas pris un petit pays à côté. Ouais, mais plus c'était loin, plus c'était challengeant. Mais parce qu'en fait, j'ai voyagé jeune avec ma chère amie d'enfance, Sonia, qui est passée... Et en fait, on voyageait avec rien. Ça veut dire on partait en vacances, on n'avait rien, mais on partait... en Tunisie, en Espagne, en Turquie. On a fait beaucoup de voyages jeunes. Donc pour moi, c'était facile. Le voyage, ça ne me faisait pas peur. Et plus c'était loin, plus je me disais, je vais pouvoir y aller. Et donc pour moi, ce n'était pas du courage. C'était facile. Mais pourtant, tu vas voyager en plus à l'époque. Tu vois, quand je dis, c'était pas donné déjà d'une à tout le monde. Et après, attention, c'est 2 femmes. Où, tu vois, tu partais que avec une copine ou, comme tu disais, avec Sonia. Mais il fallait quand même avoir une certaine confiance en soi et un certain courage pour justement... c'est-à-dire qu'en fait, à vous deux, c'était quoi? Vous étiez les Power Rangers conquérir le monde. Conquérir le monde, en fait, tu vois. Non, c'était je pense, l'insouciance. Et puis, voilà, on avait l'habitude de s'assumer. On était des jeunes filles où il fallait s'assumer très tôt, en fait. On va revenir sur tout ce que tu as vécu à travers ton parcours. Aujourd'hui, tu as décidé, de par tes expériences, d'accompagner, j'imagine, celles et ceux qui ont pu traverser des choses similaires à ce que toi, tu as vécu. Mais déjà, pour commencer, est-ce que tu peux expliquer et éclaircir ce qu'est ton activité? C'est quoi une coach, et notamment une coach humaniste, comme tu le définis? Alors, j'utilise le terme de coach, mais ce n'est pas celui-là que j'utiliserai. Mais pour l'instant, c'est celui qui est le plus facile à comprendre. D'accord. En tous les cas, c'est accompagner les personnes. Moi, dans ma vision, aujourd'hui, en plus avec ce que j'ai traversé là, ces 2 dernières années, c'est vraiment permettre aux personnes d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, mais qui elles sont, quelle est la petite voix là, qui parle à l'intérieur, qu'on écoute rarement, surtout dans les pays occidentaux, où on met beaucoup en avant le mental. Mais là, c'est aller se reconnecter à l'intérieur. Donc, finalement, les réponses, on les a tout le temps. Quels que soient les conseils qu'on va nous donner, en fait, on a notre réponse à l'intérieur. Donc, coach humaniste, c'est parce que je vais travailler vraiment sur l'humain pour qu'il aille reconnecter à qui il est vraiment à l'intérieur, au-delà de tout ce que la société elle attend de nous, au-delà du matériel, au-delà de tout ça. Et du coup, à qui est-ce que ça s'adresse? Qui vient vers toi pour ces accompagnements? Alors, moi, j'accompagne, dans le cadre d'une association que j'ai cofondée, j'accompagne des jeunes du collège jusque 25 ans, on va dire, jeunes adultes. Et donc, eux, aller comprendre qui ils sont pour pouvoir choisir une orientation qu'ils choisissent et pas qu'ils subissent.
Et les adultes, c'est toute personne qui se sent pas bien avec elle-même. Donc, qui a eu des difficultés familiales, personnelles, relationnelles. Donc, ça peut être toute personne qui se sent pas bien avec elle-même. Voilà, donc c'est tous les sujets. Et ça peut être professionnel, parce que j'accompagne aussi les personnes en reconversion professionnelle. Donc, qui se sentent plus à leur place dans leur métier et puis qui sont perdus, qui savent pas où aller. Et finalement, ça parle à tout le monde. Tu ratisses très très large. Tu pourrais te faire accompagner pour ce genre de choses Mais franchement, c'est ce que je me posais comme question, mais en fait... je sentais, du coup, je sentais que tu allais me poser la question, du coup, je te l'ai renvoyé. Et c'est ce que je me dis, mais en fait, c'est quoi tu accompagnes tout le monde, c'est ça Okay. Non, moi, ça y est, maintenant, je me suis accompagné, mais je pense... attention, je pense que c'est quelque chose de tellement tabou, quand je dis tabou, mais de tellement invisible, en fait. Tu vois, le mal-être que certaines personnes peuvent avoir en fait depuis leur jeune âge, tu vois. Et c'est tellement c'est qu'en fait il faut que ça se démocratise en fait, tu vois. Clairement. Donc moi, parce que peut-être que j'ai su avoir les codes qui ont fait que, mais peut-être que je sais pas, hein, peut-être demain je vais faire appel à Sonia ou Tawes, tu sais pas, tu vois. Mais en tout cas voilà, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui aussi sur Focus, tu vois. Mais et je pense que, tu vois, l'émotion, le fait de dire ce qu'on pense, de dire et de ne pas subir les choses, c'est pas donné à tout le monde, ça c'est sûr. Et donc voilà, c'est pour ça que tu es là et de parler de ton parcours, justement, de ce que tu as vécu. Mais à quel moment tu te dis, c'est ça moi que je voulais revenir, je vais arrêter de penser à moi, mais je vais penser aussi aux autres. Même si on sait que toi, tu as vécu certaines choses, que ce soit dans la maladie ou les choses comme ça, comment tu te dis que je vais penser quand même aux autres? En fait, moi, je suis en train de faire le chemin inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé aux autres depuis que je suis toute petite. Ouais. Donc, moi, je suis arrivée 2e dans ma famille. Et comme je vous le disais, il y avait déjà une mésentente entre mes parents. Et ils ont divorcé à 5 ans officiellement. Et en fait, moi, j'ai accompagné ma sœur, ma mère dans toute leur vie, entre guillemets. Dans démarche aussi. Ouais, et puis, en fait, c'était compliqué pour ma mère de nous élever. C'était compliqué la situation familiale, financière, etc. Donc, elle faisait au mieux et elle s'en sortait très bien. Mais en fait, je sentais qu'il y avait besoin d'un soutien. C'est comme si c'était, toi, t'es là pour soutenir. Donc, ça veut dire que moi, toute ma vie, en fait, j'ai soutenu jusqu'à un moment où j'ai explosé. Donc, à 33 ans, mon corps, il a lâché. Parce qu'en fait, j'ai trop soutenu. Je ne pensais pas à moi, finalement. Alors, je m'amusais bien dans ma vie, j'étais heureuse. Mais en fait, je dédiais tout mon temps, beaucoup de mon énergie aux autres. Et en fait, mon corps, il m'a rattrapée. Donc, 33 ans, on me dit... j'arrive à l'hôpital, on me dit, c'est pas certain que tu restes en vie. Et là, quand je suis sur mon lit d'hôpital, je me dis, c'est ça le message. C'est-à-dire, si tu t'occupes des autres, et seulement des autres et pas de toi, c'est-à-dire que ta vie, elle s'arrête. Ouais, c'est malheureux de devoir attendre un message si fort de la part de son corps pour réagir. Et en plus, à ce moment-là, du coup, tu as été plongé dans un coma artificiel. On t'a trouvé une donneuse, je ne sais pas, mais du coup, tu as frôlé la mort. Et donc, t'es né finalement une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on tire de cette deuxième naissance? Comment est-ce qu'on voit la vie après ça? La vie, elle est complètement différente. Là, je suis... C'est pour ça qu'elle sourit toujours. Rigole, c'est obligatoire. Non, mais déjà, j'étais joyeuse avant parce qu'en fait... mais effectivement, là, je vois la vie comme un jeu. Alors, comme un jeu. Il y a plein de choses qui se passent et qui sont compliquées. Et en tous les cas, je comprends que j'ai une deuxième chance. Donc là, j'ai pas le droit... C'est pas que j'ai pas le droit à l'erreur, mais en tous les cas, je vais profiter de tous les instants. Et je vais arrêter de me prendre la tête pour des détails. Donc, j'étais très perfectionniste du fait de cette éducation. Donc là, je lâche ça. Mais ça va revenir. Hein. Le lâcher prise. Le lâcher prise. Exactement. Et ça reste ancré. Et moi, je voulais revenir sur un truc aussi, parce que j'ai la chance de te connaître aussi depuis un certain moment. Tu vois, tu as traversé des choses, et là, tu le dis publiquement, tu vois. Mais ouvertement, t'en parlais pas. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai su très tard, en fait, que tu avais ce qui t'était arrivé. Donc, à qui tu te confies à ce moment-là? Comment tu as fait? Quels sont ton entourage qui a pu justement te donner cette force de dire finalement, on va passer outre et tu te battes, tu vas avancer. Tu vois, en fait, je pense ce qui m'a aidé à rester là, c'est le divin.
Donc, moi, j'ai reçu le message de, en fait, je te donne une deuxième chance, mais la vie, elle est précieuse, donc tu vas en prendre soin. Et puis après, j'avais mes amis très proches, j'ai un cercle social, un grand cercle social de confiance. Donc, tous mes proches étaient vraiment présents, ma famille, etc. Donc, j'ai mes amis, parce que j'ai perdu mon appartement, j'ai tout perdu à ce moment-là. Et j'ai été hébergée par une amie, une collègue de travail qui m'a dit « Viens, Tawes, je t'héberge ». Et voilà, en fait, des personnes sur mon chemin qui étaient disposées à être présents pour moi. Après avoir donné, je pense que c'était T'as eu le retour, en fait. retour. C'est parce que c'est vrai, t'as donné, donc t'as eu le retour. Donc, Mais pour préciser, tu as eu une hépatite fulminante. L'état de ton foie s'est dégradé. Comme j'ai dit, elle a été plongée dans un coma artificiel. On t'a greffé, tu as survécu, mais tu as dû finalement tout réapprendre parce qu'au-delà de ton état de santé, bah, tu l'as dit, mais tout s'est évincé derrière. Donc, comment est-ce qu'on apprend à reconstruire tout ce puzzle de la vie à cet âge, alors qu'on n'est plus un enfant? Bah, ça se fait petit à petit, étape par étape. Donc, ça veut dire réapprendre à se laver les dents toute seule. Tous les gestes du quotidien sur lesquels j'avais une assistance quotidienne. Donc, c'était les infirmières qui le faisaient pour moi. Et puis, petit à petit, j'ai réappris à faire ça tout seul. Donc, j'avais vraiment l'impression de renaître pour de vrai. Parce que voilà, je revoyais l'importance de ces gestes minimes, de prendre une douche toute seule. Enfin, des trucs simples, en fait. Et c'est là où tu apprécies les choses vraiment différemment. Donc, j'ai repris petit à petit. Et puis je me suis remise à travailler. Enfin, ça a mis un temps, hein, mais voilà. Je vais savourer chacune de mes douches. Tu rigoles parce que c'est vrai, parce que tu sais pas quand est-ce que ça peut arriver, en fait. Ouais, tu vois. c'est un message fort de la vie. Et même si, après moi, je vais prendre mon cas personnel, même si j'étais pas au quotidien, en fait, avec Tawes, c'est quelqu'un quand même qui a pensé à moi et prenait un petit... Tu vois, t'envoies un petit message, ouais, je pense à toi, j'espère que ça va et tout, j'espère que tu avances dans ta vie et tout ça, tu vois. Et ça, c'est pas donné en fait à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai su justement ça et je me dis, mais au final, malgré tout ce que tu vois, tu peux amener, en fait, t'es impuissant en fait par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc, et des fois, je me dis, je me prends la tête sur des trucs pourris, là, tu vois. Et en fait, quand tu vois en fait le parcours de vie, là, c'est les 2 dernières émissions qu'on a, on a des parcours de vie, en fait. Tu vois, tu prends des tartes, en fait. C'est important, clairement. Et en tout cas, donc, c'est bien de nous remettre un peu aussi la tête à l'endroit, tu vois. C'est vrai. En tout cas, Tawes, nous, ici, on aime découvrir les gens en musique, notamment. Tu as fait un exercice que beaucoup considèrent compliqué de choisir 3 morceaux. Je ne sais pas si ta liste était plus ou moins longue, mais... Oui. Je confirme. En tout cas, là, on a l'essence des morceaux que tu aimes. Je croyais qu'elle allait mixer en boîte. T'as galéré, Tawes? Elle a préparé un set. J'ai galéré. C'est vrai? Et ouais, c'est dur. Hein. Et je pensais pas, mais c'était dur. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. On va se mettre le premier, en tout cas le premier extrait. On revient tout de suite sur Focus. Tawes, c'est quoi ce premier morceau déjà pour les gens qui nous écoutent? Est-ce que tu veux l'affiche? C'est Jocelyn Brown. Ouais, je veux le plus bel accent. Somebody else's guy. Exactement. Pourquoi tu vois, là, il est content, il voit là, il a vu un vrai accent. Ah bah oui, parce qu'avec toi, j'avais pas un bon exemple, mais là, je l'ai. Pourquoi ce premier choix, du coup? Alors ça, c'est une chanson mémorable, une chanson que j'écoutais en soirée au Niagara, entre autres. Et c'est une chanson que j'écoutais beaucoup avec ma grande sœur Myriam, donc dédicace à Myriam. Si tu nous écoutes. Myriam, si tu nous écoutes. Elle est obligée. Toi. Obligée d'écouter. Donc tu la voyais chanter en fait devant la glace comme ça. On s'entraînait le vendredi soir et après... pour la piste de danse. Après, vas-y, tu peux te dire, il y a prescription. Mais c'est un vrai morceau, c'est un vrai son. Et justement, la musique, elle t'a accompagné. Donc à ce moment-là, ça veut dire que quand tu découvres ce morceau, c'est dans quel état d'esprit dans ta vie? T'es joyeuse, on sait ça déjà. Ouais, non, mais là, je suis dans ma best life. Okay. Parce que là, alors, ma mère, elle nous a... Donc, on était à Aubervilliers, on a fait notre collège à Gabriel Péry à Aubervilliers. Et au lycée, ma mère, elle nous dit, vous n'allez pas aller... c'était Jean Villard... Non, je ne sais plus, le lycée à la Courneuve, à la gare. Jean Villard, je crois.
Et elle nous a dit, vous allez aller sur Paris. Et là, on a dit, quoi ? Sur Paris ? Mais on connaît personne à Paris. Pourquoi tu veux nous emmener là-bas ? Parce que vous allez faire des longues études, il vous faut un bon lycée, etc. Et donc, on a été au lycée dans le 9e. Et là, j'ai commencé à sortir parce que les Parisiens, ils sortaient en première à 16 ans. Mais nous, personne sortait. Ça ne m'étonne pas des Parisiens. Et donc, grâce à notre mère indirectement, finalement, on lui a mis la pression. Elle a dit, tu nous as mis sur Paris, maintenant on est obligé de sortir comme nos copains et copines. C'est ça. Sinon, on va être ils vont nous voir en bizarre un peu, tu vois. Donc, on a commencé à sortir vers 17 ans, 16, 17, je pense, en première. Et voilà, c'est les premières soirées et on s'amuse les vendredis, samedis soirs sur cette chanson, entre autres. La belle époque, quoi. Ouais. Deuxième morceau, c'est totalement différent. Là, je pourrais le dire avec mon plus bel accent parce que c'est français, on se l'écoute. Et non, mais c'est de la triche, là. T'inquiète pas, il y en a un troisième qui arrive. Gravé dans la roche. Voilà. J'allais dire, t'étais obligé de faire un accent, sinon c'est pas du jeu. De Sniper, pourquoi ce deuxième choix Parce que c'est gravé dans la roche. C'est... On est là, on part de rien, mais on sera là et on lâchera rien. Ouais, c'est dans le marbre. C'est gravé, justement. Et à ce moment-là, pareil, en fait, tu découvres ce son, ça veut dire que donc il y a la période justement de 17 ans où tu commences à sortir, tout ça. Donc ce son, t'es un peu plus grande justement par rapport à ça. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie ? Non, mais cette chanson, en fait, c'est mon enfance, c'est mon adolescence. Ça veut dire, on parle de nous, on parle de... On est là, on part de rien, mais on lâchera pas. Ouais. Et on sait que malgré tout, on fera des grandes choses. On sait pas quand, on sait pas comment. Non, mais c'est vrai. Mais qu'en fait, on est talentueux, sans le savoir. Mais ça, t'en avais conscience dans ta jeunesse ou tu l'as conscientisé plus tard ? Ouais, plus tard. Non, mais cette chanson, en fait, je sais pas, elle éveillait cette niaque. Cette inconscience que t'as, tu vois. Ouais, cette inconscience et puis cette... je sais pas, elle réveille l'intérieur. C'est vrai que c'est un morceau très très fort, mais tu l'as dit en off qu'il y a sûrement accompagné beaucoup de gens. Ouais, clairement, beaucoup de gens et puis voilà, c'était une période aussi du hip-hop qui fait que, tu vois, t'avais des nouveaux groupes aussi qui arrivaient, Sniper en a fait partie, tu vois. Et c'est vrai que ça a accompagné après plein de choses. Après, on pense à ce morceau, mais il y a d'autres morceaux aussi qui sont arrivés après, tu vois. Et qui ont accompagné encore aujourd'hui, tu les écoutes, c'est gravé, c'est des classiques en fait, tu vois. C'est du rap français. Revendicatif, viscéral aussi, dans la façon de poser, c'était incroyable. Merci de valider. Aketo. Non, mais c'est Tunisiano et Blacko. Et puis voilà, donc voilà, nous on valide en tout cas sur Focus. Tu vois, je suis validée. Il en reste un, attention. On passe au troisième et dernier. Yeah, I'm up at Brooklyn. I made you high, I made you high, I made you high, I made you high, I made you high. Je sais qu'on m'attend au tournant là, Empire State of Mind de Jay-Z, MC Keys. La classe. Ouais, ça va, on rigole, mais t'as un accent quand même. Ça, bien sûr, tu te débrouilles bien. C'est une petite blague, parce que s'il y a des recruteurs qui me voient, ils vont croire que je parle pas anglais. Non, t'inquiète. Je vais fermer des portes. Ah, parce que tu veux te barrer ? Non, je veux varier mes activités, Sidi, pour le bien de la société, de la radio. Je plaisante. Apporter de nouvelles compétences. Troisième et malheureusement dernier choix. Pourquoi est-ce que tu as voulu conclure avec celui-ci ? Parce que ça aussi, c'est une chanson qui donne à briller, qui te donne envie de briller. Et Jay-Z, il raconte quand même qu'il vient de... Alors, je ne sais plus quel quartier, mais en tous les cas, qu'à la fin... C'est un mec d'Harlem, hein ? Ouais, Harlem, je ne sais pas. Ah non, Brooklyn, ouais, en plus, il le dit. Va le garder. Brooklyn. Ouais, Brooklyn. Mais en même temps, c'est pareil, c'est collé un peu. Je peux apprendre la cartographie de New York. En tous les cas, il vient de Brooklyn et à la fin, finalement, il est de tous les quartiers de New York. Ah là, merci. Il touche partout, il est de partout. Et aujourd'hui, moi, en tout cas, cette chanson, elle me parle parce que avant, c'était juste le flow, mais dans ce qu'il dit, finalement, c'est un peu ce que je ressens. Je suis de partout. Je viens de la Courneuve, mais aujourd'hui, je suis à Marseille, à Sydney, à Québec, au Québec. C'est le souci d'évasion, finalement, et...
Mais pense que très, c'est- très tôt, en fait, t'es parti très tôt. Tu Ouais. t'es émancipé et très tôt, t'es parti, non pas en France, mais dans d'autres pays, en fait. Et en Mm. France aussi, finalement. Ouais. Mais je pense Oui. que c'est l'une des choses, finalement, qui t'a fait du bien Ah dans ta vie. On l'a déjà évoqué, mais la force de la musique pour se relever, pour aller mieux, je pense que le voyage a une force un peu similaire à sa manière. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ces 3 morceaux. Je pense que tu as été validé par toute l'équipe et les auditeurs aussi, j'imagine. De par ton parcours, j'aimerais aborder plusieurs choses et on va essayer d'aider, du moins donner des clés pour se relever, pour réussir, pour avancer, pour aller mieux, du moins comme toi, tu as réussi à le faire dans ta vie. Il y a quelque chose qui t'a marqué dans ta vie, c'est ce rapport aux racines, à la culture. Et tu en as sûrement, peut-être encore aujourd'hui, voulu à tes parents de ne pas t'avoir transmis leur culture et leur langue maternelle notamment. Déjà, comment est-ce que tu l'as vécu, toi, à ce moment-là? Et à quel moment tu as compris que c'était peut-être une Important. erreur de leur part de ne pas avoir inculqué ça à leur enfant? Alors très tôt, je l'ai compris très tôt que c'était une erreur parce qu'autour de nous, il y avait que des Africains, que des gens du continent, beaucoup en tous les cas. Mais oui, en fait, ils nous ont pas transmis la langue. Donc ça veut dire autour de nous, on était les quelques seuls à pas parler l'arabe ou le kabyle, puisque mon père il est d'origine kabyle. Et en fait, c'était excluant. Ça veut dire, on nous disait à chaque fois, t'es pas une vraie arabe, t'es pas une vraie. Donc on nous disait qu'on n'était pas française. On n'est pas arabe, on est quoi alors? On est qui? On est qui? Non, Qui mais- veut de nous? Mais ça peut être quelque chose de très très violent en plus quand Bah t'es oui. petit, tu vois, quand Mm. t'as le. Tu vois, Même en c'est tant qu'adulte. Hein. même en tant qu'adulte, mais tu sais, quand t'es en termes de groupe, tu vois. Exactement. Donc, Et du coup, on essayait de s'inventer. On essayait de parler. Mais on entendait ces langues chez nos grands-mères, donc on essayait de récupérer des mots, mais pas grand-chose. On ne pouvait pas parler en tous les cas. Donc, à ce moment-là, en tous les cas, c'était excluant. Et puis, moi, j'ai voyagé dans le monde entier. Mes parents, donc, ils ne retournaient pas en Algérie parce que tous les deux, ils avaient des histoires compliquées avec leur pays de par leur éducation. Donc, nous, on n'est pas rentrés tonton du bled tous les ans et tout ça. On n'a pas connu ça. Et en fait, j'ai fait le tour du monde. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et justement, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé à l'hôpital, je me suis dit, mais t'as même pas été dans le pays... C'est ce que j'allais en revenir Ouais, justement pardon. par rapport à ça. Non, mais Ouais. continue, dis-moi. T'as pas été dans le pays de tes ancêtres. Et en fait, quand en 2016, quand ça y est, je peux remarcher, j'ai mis 1 an plus ou moins pour revenir. Je me suis dit, il faut que je parte avec ma grand-mère parce qu'elle est âgée et je sais pas quand est-ce qu'elle va partir, etc. Et je me suis dit, cette année, je pars. Quoi qu'il arrive, je pars. Et je, Pardon. Et t'es parti. et je suis partie. Et qu'est-ce qui t'a procuré du coup ce voyage? Qu'est-ce que ça fait de retourner dans le pays de ses ancêtres, entre guillemets? Et ben là, je ne cherchais plus d'où je venais. Tu savais. Je savais que j'avais plus besoin parce que jusqu'à 33 ans, j'ai cherché dans ce monde entier, dans cette France. Je me suis expatriée aussi en France et j'étais jamais à ma place. En tous les cas, je me sentais jamais à ma place. Et là, quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit mais c'est chez moi ici. J'ai été accueillie comme si j'avais toujours grandi là-bas. Et ça fait quelque chose. En fait, intérieurement, ça y est, j'avais trouvé mes racines. Et tu te reconnectes en fait. Exactement. On dit pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. C'est En ça. tout cas, c'est ce Très que tu as beau, vécu. Malik. Merci Jamal. Je crois que c'est une phrase de toi. Hein. Ouais, Professeur Jamal. Professeur Jamal classique. Mais du coup, pour les gens qui nous écoutent et qui vivent la même chose, et Dieu sait que énormément Il y en a de gens beaucoup, en France, il y en a beaucoup, bien le sûr. vivent. Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui ne se sentent pas reconnus par leur communauté d'origine, ni même par la France aussi, hein, parce qu'on peut se sentir étranger Et- dans son pays de naissance, mais aussi son pays d'origine, tu l'as évoqué. Mm. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver sa place dans cette vie finalement? Un vaste sujet. En tous les cas, moi, c'est là, dans le cadre de cette association qu'on a cofondée, Être et devenir 13, où on accompagne les jeunes à s'émanciper, et plus que les jeunes, maintenant les adultes aussi. En fait, ça fait partie des missions qu'on s'est données, de les reconnecter à leur culture d'origine. En tous les cas, d'aller dans le territoire. On ne l'a pas encore fait, on n'a pas organisé de voyage initiatique. Mais pour moi, en tous les cas, c'est important de comprendre son pays, comprendre son parcours, aller interroger ses parents, ses grands-parents. Parce que au-delà d'être allée en Algérie, j'ai aussi beaucoup interrogé ma grand-mère. Parce que finalement, je ne connaissais pas toute cette histoire qui a été tabou. En tous les cas, ce n'était pas des sujets qu'on abordait. Donc, pour moi, c'est important d'aller questionner ses parents, ses grands-parents, même s'il y a des sujets
qui sont douloureux, mais d'aller questionner. Parce que quand j'ai interrogé, j'ai compris ma lignée, mes 2 lignées, et j'ai compris qui j'étais. Donc je pense que déjà, voilà. Et c'est à ce moment-là, justement, où tu te fais ton propre toi, tu vois, ta propre vision des choses. Et c'est ce qui te construit, en fait. Mais ça prend le temps que ça prend, tu vois. Donc, et quoi qu'il arrive, en fait, on est dans un monde où tellement bizarre, en fait, tellement... ça veut dire que tu grandis dans un lieu, tu as des cultures différentes et tout ça, mais plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on essaye de t'enlever, en fait, tout ça, tu vois, d'essayer de te rendre un peu... je sais pas, unique et d'oublier en fait d'où l'on vient, tu vois. Donc on parle d'assimilation, de trucs. On va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais en tout cas là, ton témoignage et justement le fait de te retrouver justement des années après chez toi, et ben voilà, ça fait que t'es qui tu es aujourd'hui. Donc ça te rend de toi un peu. Mais du coup, tu conseillerais aux gens de creuser finalement, et d'aller chercher ces racines-là enfouies. Je pense que c'est la réponse. Il y a une autre chose aussi que tu as évoquée, c'est ton rapport aux hommes, notamment plus jeunes, où tu les considérais comme irresponsables et tu croyais ne pas avoir besoin d'eux. Finalement, je ne sais pas si c'est encore ton état d'esprit actuel, tu vas peut-être te faire des ennemis. C'est ce qu'on dit toujours. Mais du coup, de ce que j'ai compris, ce rapport aux hommes, et ce que tu en penses ou ce que tu en pensais est né de le rapport que tu avais avec ton papa finalement et ce sentiment d'abandon. Donc comment il s'est construit cette idée sur les hommes? Ouais, en fait, comme tu l'as décrit, en fait, le divorce de mes parents, pour moi, et parce que ma mère, elle y a participé, alors c'est pas un reproche parce qu'elle, à ce moment-là, c'était douloureux pour elle de voir que notre père n'était pas présent suffisamment à ses yeux et de la manière dont elle aurait voulu qu'il soit là. Donc, à cette époque, moi, j'étais en colère contre mon père parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas responsable et donc qu'il ne prenait pas ses responsabilités. Donc, pendant longtemps, j'ai considéré les hommes comme irresponsables. Oui. Et puis, je me disais, je n'avais pas besoin d'eux. C'était un sentiment d'abandon ? Ouais, c'était un sentiment d'abandon du rôle de père. D'accord. Okay. Donc... Et justement, et aujourd'hui, comme on a dit, on est revenu sur les racines. Aujourd'hui, tu as une relation aussi avec ton papa. Donc, comment elle se fait, cette reconnexion, justement, par rapport à ça Comment tu as fait, toi, pour retravailler tout ça et dire qu'au final, tu arrives à lui pardonner, en fait, tu vois. Tu as compris peut-être ce qu'il a vécu aussi, tu vois. Est-ce que tu t'es mis aussi à sa place, tu vois? Tout à fait. Grande réconciliation après, justement, cette hospitalisation. Je pense que mon père, ça a été très douloureux pour lui. Et en fait, c'est lui qui est revenu à moi et qui m'a raconté, lui, sa version, justement, quand j'ai été questionnée. Il m'a raconté son histoire à lui à partir de ce divorce-là. Et là, j'ai vu une autre histoire. J'avais qu'un versant de l'histoire. Là, j'avais un deuxième versant. Et sa version, tu l'as comprise, pour le coup? Oui, je l'ai comprise. Et puis, j'ai vu que le discours de ma mère était biaisé parce qu'elle était en colère. Donc, elle a biaisé l'histoire. Donc, ça veut dire que j'ai grandi 33 ans avec une histoire biaisée. Et en fait, mon père était très présent à sa manière. Et il nous a beaucoup transmis, finalement. Et est-ce que le fait d'apprendre sa version des faits, son histoire, finalement, ça t'a aussi réconcilié avec l'homme en général, ce qui était peut-être compliqué pendant ces 33 premières années? Tout à fait. Donc effectivement, l'histoire de mon père m'a permis de voir les blessures de mon père. Et aujourd'hui, j'ai un autre regard sur les hommes. Comme il disait Sidi tout à l'heure, pas facile d'aller parler de ses émotions, pas facile de dire ce qu'on vit à l'intérieur. Et en fait, je vois aujourd'hui, avec en plus mon regard de coach... Justement, j'allais en revenir, tu vois. J'allais en revenir. Donc, les faiblesses. Donc, en fait, là, c'est une question comme ça qui me vient, mais ça veut dire que pour arriver justement là où tu en arrives et à justement transmettre aussi aux autres, accompagner les autres, il faut être passé par tout ça. Donc, c'est ce qui t'a forgé. À quel moment donc tu as vécu tout ce que tu as vécu et donc maintenant tu veux le partager aux autres. Donc, à quel moment tu te dis ça y est, c'est bon, j'ai compris ce que j'ai vécu, je vais essayer de le transmettre en fait à d'autres, ou je vais essayer de les accompagner pour qu'ils vivent mieux en fait, peut-être des moments douloureux, tu vois. Donc récemment finalement, parce que en fait moi quand je suis donc avant ma greffe, je rentrais du Canada
Et j'avais repris mes études pour être prof de français pour les étrangers. Finalement, je n'ai pas pu partir à l'étranger puisque j'ai été immobilisée pendant des années. J'avais un suivi médical long, donc je suis restée à Marseille. Et en fait, la vie m'a encore fait vivre d'autres épreuves et m'a amenée à me dire, comme tu viens de le dire, Sidi, c'est-à-dire que tout ce que je traverse, finalement, c'est pour aller accompagner les autres. Et moi, j'ai une relation amoureuse de longue date. Je suis avec mon mari actuel. Je l'ai connu quand j'avais 16 ans. C'est beau. Pourquoi actuel parce que ça fait 16 ans. Elle l'a connu il y a 16 ans. Ça fait 27 ans qu'on est ensemble. En 27 ans, tu... Non, mais c'est beau, en fait, tu vois. Ça veut dire qu'on dit, ouais, peut-être que après, avec la vie qui va avec, hein, mais quand même, 27 ans. 27 ans. Nous, on disait toujours, mais ça, c'est nos parents, ça, tu vois. Et quand là, c'est devant toi, tu touches un peu du bois. Tu crois, tu vois. Je le veux aussi. Tu le veux, hein. Lui, il commence à rentrer dans la vie active. Il commence à payer son premier loyer, là. Il sait pas c'est quoi tout ça. Jeune padawan. Ouais, c'est un sujet qu'on va aborder aussi Après, t'inquiète pas. Mais tu vois, on va parler de toi. mais c'est super important en fait. C'est super important parce qu'en fait, là, tu nous as décrit en fait ton parcours de vie, mais le parcours justement amoureux, là, qui arrive, fait 26 ans, 27 ans, tu vois. Donc dans ces cas, il était où là tout au long de ton récit? Il est où le bonheur? Il était là, il a tu vois. toujours été là. Mais on s'est séparés, effectivement. Justement, quand j'ai eu ma grève, vraiment tout a explosé en 1000 morceaux. Donc on s'est séparés pendant 2 ans. Mais il était là. Il était à mon chevet, il était là. Mais pourtant, j'étais en colère. Entre lui, il le sait, on le sait, mais... Voilà, pendant longtemps, je me suis dit plus jamais, enfin, en tous les cas, il n'était pas question de se remettre ensemble à ce moment-là, mais en tout cas, on est revenus ensemble parce qu'il a toujours été là. Et en fait, j'ai compris toutes ses blessures à lui aussi. Et on est en chemin encore, on continue. On est encore. Et là, c'est pas souvent que je le dis, mais là, c'était un message à faire passer justement à ton papa ou à, je sais pas, à des gens que tu dis pas peut-être souvent, tu vois. C'est quoi? Pas un guet-apens. Non, jamais. Mais parce que... voilà, tu vois. Et oui, je vous aime. Voilà, c'est ça. Et oui, c'est l'amour. Et en plus, d'ailleurs, je pourrais dire coach humaniste et de l'amour. Et de l'amour. On a un troisième paire. Mais pas... Ouais, bah oui. En tout cas, cette force d'empathie que tu as aujourd'hui, voir les failles, les faiblesses, les gens, c'est une véritable force, hein, je l'ai dit, et c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que ça fait du bien pour apprendre à pardonner, à comprendre l'autre, mais ça peut aussi faire souffrir parce qu'on peut être une éponge et s'accaparer un peu les problématiques et les faiblesses des gens. Est-ce que toi, tu arrives à dealer, entre guillemets, avec ça et à ne pas trop subir les états d'âme des gens qui t'entourent? Vaste sujet. Ouais. Tu sais, Mélie, que tu me connais ou quoi? On travaille ici quand même un peu. Hein. Non, mais ce truc d'empathie. Attends, au bout d'un moment, vous allez comprendre que c'est une vraie émission quand même. On rigole. Non, mais c'est vrai. Mais on rigole. Mais c'est vrai parce qu'on essaie, nous aussi, de faire passer notre bonne humeur et tout ça. Même si des fois, tu passes par des épreuves, tu vois. Mais il y a quand même des choses sérieuses qu'on aimerait apprendre, tu vois. Non, mais cette empathie, en tout cas, tu la dégages par ta vois. personne. C'est quelque chose dont tu respires. Mais Et c'est vrai en plus. Ouais, merci. Mais comme tu le disais, en fait, j'ai compris ça très récemment, il y a 2 ans. Enfin, non, là, c'est pas vrai, l'année dernière, en fait. Parce que finalement, cette première grève, c'était parce que j'avais beaucoup absorbé. Et là, j'ai revécu un épisode similaire l'année dernière. Et du coup, mon corps a encore lâché, entre guillemets, mais là, plus largement. C'est-à-dire qu'ils ont diagnostiqué, j'ai un anticorps qui attaque tous mes organes, qui peut attaquer tous mes organes. D'accord. Et en fait, ça s'est matérialisé physiquement. J'avais de l'urticaire, donc je réceptionnais encore beaucoup, finalement, les émotions des autres. Et j'ai compris qu'en fait, ces 2 maladies-là, a priori, bon bref, j'ai compris que c'était tout ce que j'absorbais. Donc depuis 6 mois, depuis juillet, ça y est, je sais je sais être dans ma bulle et ne plus réceptionner ça. Et tu le ressens au niveau de ta santé et de ton état physique? C'est fou quand même. Hein.
Eh oui, Ouais. eh oui. Le rapport entre... Et- somatise, et- ouais, c'est exactement de ça. dingue. Donc on extériorisait en fait les émotions. Des fois quand on est en colère, faut le dire, tu vois. Bah d'ailleurs, j'ai un truc à dire. Ouais, mais tu me le dis tous les jours. C'est bon. Tu vois. Non, mais vraiment, et pour revenir, c'est vrai qu'on, tu vois, on essaye d'en rigoler et tout ça, mais c'est des sujets sérieux et on n'en parle pas aussi souvent clairement. que ça, tu vois. Et pour nous, ça nous paraissait justement vraiment important de t'avoir déjà autour du plateau, de partager ton expérience. Et déjà, merci, parce que c'est pas facile, en fait. Là, tu te livres, en fait. Ouais, Et, bien sûr. et c'est des choses, tu vois, que moi aussi, j'ai appris, même si je te connais depuis un certain temps. J'ai connu aussi ces étapes, justement, par où tu es passé. Mais le truc, c'est que j'ai jamais vu Tawes, pas sourire. Tu vois ce que je veux dire? Ou, t'as vu, moi, j'ai un rhume, je suis au bout de ma vie, tu vois. mais vraiment, c'est... Elle est solaire. Tu vois, Elle est solaire. Elle est solaire, ton ami. Donc là, vraiment, je veux te dire merci. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation et merci d'être qui tu es et ce que tu fais. Et ce que tu vois, ce que tu représentes en tout cas. Tu vois. Et je suis persuadé que les gens qui vont écouter l'émission entendront ton sourire, parce que quand on sourit et qu'on parle, on l'entend. Bah oui. Donc ce sera agréable. En tout cas, ça l'est pour nous. J'ai un dernier sujet à aborder très rapidement, parce que l'émission va toucher à sa fin. On l'a évoqué tout à l'heure, ce passage compliqué à l'âge adulte quand on est première de la classe et qu'on passe dernière de la vie. C'est quelque chose que beaucoup de jeunes vivent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la jeunesse est un peu en détresse, comme à plein d'époques, mais c'est le cas aujourd'hui. Rapidement, quel conseil t'as à donner à ceux qui ont vécu la même chose que toi, se lancent dans la vie et doivent finalement tout reconstruire, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le deuxième gros chapitre d'une vie, ce début de vie active, et que même si on a réussi ce premier chapitre et qu'on a une vie de jeune épanoui, tout peut basculer dans ce deuxième chapitre. J'ai envie de dire que tout n'est pas figé. En fait, le choix d'une profession, le choix d'une entreprise, etc., c'est un choix à un instant T, mais que si on n'est pas bien ou qu'on n'est plus bien, on a le droit de changer. Donc nous, à l'époque, il fallait signer un CDI, rester toute ta vie. Ouais, c'était ça, mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Donc les jeunes d'aujourd'hui, ils ont de la chance, parce que nous, à l'époque, c'était pas le message qu'on nous transmettait. Et donc, c'est de dire, faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous rend heureux, ce qui vous donne de la joie à l'instant T. Puis demain, peut-être que ce sera autre chose, peut-être dans 1 an, dans 10 ans, peut-être que... Donc, juste suivez comme on le disait tout au début, votre intuition et ce qui vous met en joie. Parce qu'on a beaucoup rigolé et finalement, la vie, c'est ça, se mettre en joie. On a beaucoup rigolé et il y a des sujets super sérieux qu'on a traversés justement sur cette émission. Mais si on veut retrouver Tawes, justement, coach humaniste. Donc, et de l'amour. Et comment ça se passe? Alors là, j'ai créé récemment un compte Instagram. Je m'appelle pour l'instant sur Instagram Tawes B Coaching. Okay. Et l'association Être et Devenir 13. D'accord. Ah. Qui se trouve à Marseille, mais si on a besoin de... On vient à Paris, on va partout. Il se déplace partout. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter tout simplement dans le futur, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle? Eh bien, de continuer à rester connecté à mon cœur et à mon intuition. Et écoute, on te le souhaite. C'était une très belle rencontre en tout cas. Merci. Tradition ici, Sidi, c'est de donner les derniers mots à nos invités. C'est un message de paix, d'amour, une dédicace à faire. On l'a retranscrit en fait tout au long de l'émission. Mais... Des louanges à nous faire aussi, à Sidi et moi et à toute l'équipe. On prend aussi. En tout cas, le micro est ouvert et on te laisse conclure. Eh bien, conclure. Merci, merci à toute l'équipe de m'avoir accueilli sur votre plateau chaleureux. C'était un plaisir. Partagé. C'est une première aussi pour toi? C'est une première et c'est pas la dernière. On le sait de toute façon. Contente de l'avoir fait là et merci parce que vous êtes des personnes de cœur et j'ai passé un excellent moment avec vous. Ouais, écoute, c'est vraiment partagé. C'est une personne de cœur aussi solaire. On a passé un très très bon moment. J'espère que ça aura aidé ou au moins fait sourire les personnes qui découvriront cette émission. Nous, on a kiffé en tout cas. J'espère que l'équipe a kiffé aussi. C'était Tawes Bouaouni sur le plateau de Focus. Merci beaucoup Tawes. Merci Sidi. Merci à toi Mélik. Merci à l'équipe. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'hab, Sidi, ciao. De Flat présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM 98 FM. Focus.
98 FM.